Merci beaucoup, Monsieur Vautrin. J'ai été particulièrement heureuse d'entendre vos activités sur la question de la culture, puisque je dois dire ici que c'est un des domaines de prédilection aussi de l'Institut Schiller. D'ailleurs, nous avons eu en juin dernier une grande conférence qui a eu lieu à Berlin, qui s'est clôturée par un concert dans lequel nous avions réuni il y avait une chorale chinoise, il y avait des gens il y avait une chorale aussi ukrainienne, si je me souviens bien. Nous avions tout un programme de musique classique parce que, si vous voulez, l'idée, c'était vraiment d'amener toute cette question de la culture par le plus haut dénominateur commun qui puisse exister, parce que c'est un aspect qui est absolument fondamental. Et là, je pense qu'avec tout ce que nous avons entendu ce soir, toutes les facettes qui ont été développées, elles convergent, elles dessinent en réalité quelque chose qu'on pourrait appeler un nouveau paradigme, et ça tombe bien, parce que justement ce nouveau paradigme, je crois que c'est justement ce à quoi aspire la population, plus que jamais, dans un monde qui devient extrêmement incertain. C'est justement ce à quoi les gens aspirent. Donc c'est la tâche que nous nous assignons à faire émerger ce nouveau paradigme en remplacement d'un monde qui est en train de finir, mais qui est très dangereux, comme l'a montré Helga Tsepp-Larouche. Donc je pense que vous avez sans doute beaucoup de questions. Voilà, et je vous invite à les poser. Il y a un micro qui va circuler, donc n'hésitez pas. Bonjour. J'ai une question concernant la collaboration entre la France et la Chine pour développer l'Afrique. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que c'est une véritable collaboration ou pensez-vous que c'est plutôt une collaboration vitrine? Et dans ce dernier cas, quelle vitrine? Et dans ce dernier cas, quels sont les leviers? Parce que d'une façon manifeste, la Chine a une ambition pour l'Afrique. Et ma question, c'est où est-ce que la Chine aurait besoin de plus de participation et plus de volonté de la France d'avoir la même ambition? J'espère que je suis claire. Juste une chose, je vous demanderais simplement, est-ce que vous pouvez dire si votre question s'adresse à quelqu'un en particulier ou voilà, qu'on puisse voir après. Je suis pas capable de juger en fait voilà, qui peut répondre. Je crois que c'est intéressant de noter que j'ai parlé d'une déclaration conjointe, ce qui a été signé entre la France et la Chine pour pouvoir aller dans des grands projets conjoints en pays tiers, notamment en Afrique et en Asie. Il faut dire aussi que cette déclaration stipule que c'est à la demande des pays africains. Donc c'est eux qui sont à l'origine d'un projet qui pourrait naître. Et c'est pas quelque chose qui va leur être imposé, disons. Donc ça, je trouve ça intéressant. Alors pour l'instant, donc cette collaboration, que je sache, est à l'initiative de la Chine. Effectivement, apparemment, elle a déjà beaucoup investi en Afrique de l'Est anglophone. Mais pour la partie française, elle souhaiterait avoir cette collaboration. Et ça a le côté positif, c'est que donc, la Chine s'engage en Afrique à des projets win-win jusqu'à présent. Il y a eu une quantité d'articles négatifs sur cette collaboration, mais quand on voit clairement sur le papier, donc il s'agit de projets win-win qui peuvent, donc la façon dont ça se passe peut être sans doute améliorée et elle l'est de plus en plus. Mais on regarde par exemple les résultats déjà de cette collaboration dans un pays comme l'Éthiopie.
l'Éthiopie, par exemple, qui s'est développée très très rapidement et de façon très, très intéressante par rapport à tous les autres pays. Je pense que ça donne à la France une possibilité de se racheter aussi par rapport à un passé qui n'est pas glorieux. En fait, parce qu'on regarde que des pays comme le Niger, par exemple, la France a continue à extraire l'uranium depuis 30 ans minimum, et qui sont toujours dans une misère, mais alors là, parmi les pays les plus bas de l'échelle, et que cette façon d'aller avec la Chine, donc la France aussi s'est beaucoup retirée d'Afrique, donc depuis l'affaire du Rwanda, en fait, pour être peu présente aujourd'hui. C'est par rapport à tous les autres acteurs, la Chine, l'Inde et d'autres pays comme ça. Ça lui donne une opportunité de revenir avec une autre optique qui est celle gagnante de la Chine. Et nous voulons qu'elle soit saisie correctement. Nous, en tant que groupe de pression, nous voulons qu'elle soit saisie et qu'elle soit saisie correctement. Alors, va-t-elle le faire ou pas? Donc déjà, le fonds qui avait été prévu apparemment était de 50 milliards, ce qui était nettement intéressant parce que ça implique réellement de grands projets. Apparemment, ça a été réduit à 2 milliards, c'est déjà pas une très bonne nouvelle. Et il y a des freins. Donc il y a certains groupes industriels apparemment qui sont favorables à y aller. Avec la Chine et d'autres qui ne le sont pas du tout. C'est comme le groupe Bolloré. Donc, mais c'est à nous, c'est un sujet que nous devons promouvoir. Ça ne se passera pas tout seul ou alors avec beaucoup d'insistance de la Chine. Moi, je serai extrêmement bref pour compléter votre propos. Alors, je confirme, j'en suis même persuadé, il y a un réel intérêt de la Chine à s'investir, à être présent en Afrique. Pour preuve, c'est que l'ambassadeur de Chine en France est une personne qui a fait l'essentiel en tout cas une grande partie de sa carrière dans les pays arabes, en tant que justement dans des postes analogues. Et ne parle presque pas le français et parle couramment l'arabe. Donc voilà, pour vous dire, et il a fallu quelques mois avant que cette personne soit nommée à son poste actuel. Donc voilà, en termes de profil, c'est quand même nouveau, c'est la première fois qu'il y a un ambassadeur chinois qui ne parle pas le français, en tout cas couramment, qui ne le parle pas, et qui est à un tel profil. Donc on voit bel et bien, selon moi, par rapport à ce genre d'indicateurs, d'analyse, tout l'intérêt que peut porter la Chine pour l'Afrique. Via la France, je dis bien. Je vais rajouter quelques points. Les développements, la coopération en Afrique, la partie chinoise a beaucoup de souhaits de travailler avec la partie française. En tant que deux pays, en tant que deux plus grandes puissances dans le monde, la Chine et la France, nous avons déjà réussi quelque chose sur le projet nucléaire. Et dans la partie Afrique, nous n'avons pas eu ce genre de réussite, mais c'est ce qu'on attend. Des pays sous-développés souhaitent aussi nos investissements aussi. Nous avons participé au développement en Afrique grâce aux impacts français, grâce à la France qui donne des impacts positifs. Nous considérons beaucoup aux impacts français. Dans la collaboration avec la France du développement Afrique,
les fondamentaux, c'est les infrastructures, comme les voies ferrées et les ports. La France a des avantages technologiques et la Chine a des investissements. Et le deuxième point, c'est que la France a des avantages sur la langue, et notamment sur les pensées des Africains. La Chine souhaite aussi travailler avec la France au niveau des opinions du peuple. Un autre point à ajouter, c'est que nous avons des experts chinois, mais en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Des experts nous ramènent des avantages dans notre développement chinois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut les aider à créer des experts aussi, et des professionnels aussi. Si on peut ouvrir le premier chapitre, ça va commencer vite. Commencer vite. Voilà, pardon. Je vous remercie. Oui, alors, nous avons deux questions. Je vais commencer par monsieur. Bon, je voudrais compléter la question parce que j'ai travaillé pendant 6 ans en Afrique pour un groupe chinois. Je prends un exemple vivant que, au fait, quand j'ai travaillé pour un chantier chinois, les Chinois plutôt s'occupent de la partie l'exécution et puis l'équipement sont généralement importés de l'Europe. Donc c'est déjà un exemple vivant que je peux prendre. Je voudrais poser une question au panel ici que je voudrais signaler aussi un phénomène de plus en plus remarquable pour l'échange entre la Chine et l'Europe, c'est qu'il y a de plus en plus de groupes chinois qui investissent directement en Europe, soit prendre la participation majoritaire ou minoritaire ou fait acquisition, fusion avec des grands groupes européens, par exemple le Club Med a fait alliance avec Fosun Group et récemment aussi qu'il y a le grand groupe chinois Meiteia qui est en tendance d'acheter un grand groupe KUKA en Allemagne. Donc je voudrais vous signaler ce phénomène. Je voudrais savoir votre avis sur cette nouvelle tendance. Quel est l'avenir sur cet échange capitalistique entre les deux pays? Quelqu'un I would like to want to know your idea about more and more Chinese companies who invest directly in Europe. Yeah, in all the sectors. Yeah, I think there is a big worry about some people. That China is now taking over some of the high-tech firms
in Germany and so forth. But the reality is, that Chinese investments are a very healthy shock because, the Europeans have gone crazy. Les Européens sont devenus un peu dingues. La politique du Troïka par rapport à l'Europe du Sud, elle est totalement dingue. Ce qu'elle a fait avec le Portugal, avec l'Espagne, ils ont détruit les économies d'un tiers. Le taux de suicide, l'espérance de vie a chuté, le mécontentement. La Chine fait autre chose. La nouvelle route de la soie va ne pas seulement permettre des investissements directs et vice-versa entre l'Europe et la Chine et des développements conjoints, mais la nouvelle route de la soie, c'est une opportunité unique pour les Français, pour des experts. Chizé vient d'en parler. Mais par exemple, pour les Mittelstand, les PME, PMI allemands, les industries de taille intermédiaire, qui ont un très haut taux d'innovation, s'ils peuvent faire des investissements, des joint ventures dans des pays tiers, on peut vraiment tirer notre économie hors de la catastrophe dans laquelle on est. Et je pense que la Chine, c'est quelque part un choc, un moment Spoutnik. C'est-à-dire qu'en 1957, les Occidentaux ont découvert soudainement que les Russes avaient lancé ce satellite Spoutnik. Ils entendaient bip, bip. Et ça les a obligés de se réveiller et de dire « Ah mince, on est totalement en retard, il va falloir qu'on se réveille et qu'on se mette à travailler. » Donc, ce que la Chine veut dire avec l'économie verte est totalement différent avec ce qu'on dit ici. La Chine a des vrais besoins de surmonter la population. En Europe, on tend à supprimer le développement. J'ai mentionné cette étude d'Oxford. C'est évidemment un argument totalement bidon, visant à décourager les pays à suivre le modèle chinois. Par exemple, il y a 45 ans, le Club de Rome avait fait une étude qui s'appelait Halte à la croissance. Toutes ces notions du développement durable, les technologies appropriées. En réalité, tout cela voulait dire pas de développement, pas de technologie. Parce que pourquoi les continents sont pauvres? C'est parce qu'on n'a pas fait les investissements dans les infrastructures. On les a empêchés. Et donc, par le modèle économique chinois actuel, ça met beaucoup l'accent sur le perfectionnement de soi que chaque être humain doit apprendre toute sa vie, le long de toute sa vie, doit apprendre, se qualifier. C'était l'idée de l'Européen il y a pas encore si longtemps. C'était l'idée de Friedrich Schiller, de Humboldt, qu'on apprend, c'est pas pour avoir un diplôme. On apprend à apprendre. D'une certaine façon, mon commentaire, c'est que ce que la Chine fait, avec Xi Jinping, évidemment, ça a développé à un niveau très élevé. Ça rappelle à l'Europe quelle a été notre meilleure tradition à nous en Europe. Donc je pense que de plus que la Chine investit en Europe, de plus que les idées chinoises arrivent ici, de mieux. Et c'est le point de Leibniz, c'est que la moralité européenne a tellement baissé que vraiment il faut bientôt envoyer des enseignants chinois en Europe pour leur apprendre.
we have lost the right way. On a perdu, on s'est éloigné de la voie, de la bonne voie. Je vais rajouter aussi quelque chose. Quand on a parlé de la collaboration de la Chine et la France en Afrique, financièrement, on a un bon début. En 2014, la Banque of China de Paris a aussi fourni des aides financières en Afrique. En Afrique, ce qu'ils ont besoin, c'est des investissements. Ce que nous pouvons ramener en Afrique, c'est des investissements. Le deuxième point, des amis européens que je connais, ils s'inquiètent beaucoup du développement chinois en Europe. En Afrique, oui, pardon. Nous n'opposons pas des autres pays. Mais on se complète. On se complète notamment. Plus qu'on travaille ensemble, plus qu'on se croit, plus qu'on a des confiances en... Nous avons aussi des problèmes financiers, mais ça ne dérange pas le modèle de ce mode de collaboration. Ce que nous voulons, c'est de faire développer l'Afrique, la Chine et notamment la France. J'ai eu l'occasion de poster un article que j'ai fait sur l'Institut Schiller. Il s'était publié l'année dernière. Le livre de l'Institut Schiller, il connaît bien la route de soie de la Chine. Ça a commencé même il y a 20 ans. Ça inspire les analyses de la route de soie chinoise. Peu importe si c'est l'Institut Schiller en français ou Allemagne, moi j'espère aussi que l'Institut Schiller en France crée plus d'opportunités de connaître bien la Chine. Et en plus, je veux rajouter que l'opportunité ne s'attend pas. C'est que notre concept de nouvelle route de soie a commencé il y a déjà 3 ans. Et je voudrais aussi vous présenter quelques réussites qu'on a eues. On a eu des accords avec trentaine de pays, et ce sont des accords gouvernementaux. Nous avons eu récemment un accord avec les ports maritimes.
Et nous sommes en train de discuter sur les nouvelles technologies des réseaux routiers. Après avoir signé ce document-là, la Russie ne s'en doute plus sur notre développement. Nous essayons aussi de lier notre projet avec les projets européens, notamment avec le Corée. Nous avons 4 projets stratégiques avec le Vietnam. Nous avons aussi un projet avec le Pakistan aussi. Ça a déjà réalisé en plus. Ça nous a créé un couloir Chine-Mongolie, un couloir Chine-Russie. Avec Arakistan et Sri Lanka. Nous avons avancé plus vite qu'on imaginait. Le processus peut durer dizaines d'années, mais plus rapide qu'on imaginait, et ça a commencé réellement. Dans le deuxième trimestre de cette année, M. Zhang Gaoli a organisé des conférences importantes pour résoudre des problèmes, pour discuter en plus. Et nous sommes en train d'étudier des projets réels, des projets qui sont proches de nous. Nous vous proposons une solution qui peut résoudre vraiment des problèmes. Ce que j'espère, c'est de vous dire à mes amis européens que notre concept n'est pas seulement un concept, mais il est plutôt réel. Alors, si on hésite, on va rater cette opportunité. Je vais prendre une nouvelle question. Il y avait monsieur qui avait une question. Oui, bonjour, docteur Raymondon. Je veux surtout remercier toute cette table parce qu'on a vraiment parlé des problèmes focaux. Et je voudrais remercier d'abord Christine. On lira très attentivement tout ce que vous nous avez dit pour éclairer votre communication. Nous ouvre des perspectives qu'on ne connaît peut-être pas tous. Et puis aussi, monsieur Vautrin, vous animez la jeunesse de Lyon et la jeunesse d'ailleurs, et surtout à coopérer avec la diaspora chinoise, vous l'avez souligné. Puis vous avez employé un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot de projet, parce qu'on ne peut pas parler de rien si on n'a pas un projet extrêmement bien ficelé. Mais je voudrais poser 2 questions très rapides à Madame Larouche et au professeur Zé. Madame, vous avez parlé évidemment la terrible menace nucléaire qui pèse entre les États-Unis et la Russie, sans doute si on continue à jouer avec des allumettes. Mais est-ce que nous ne sommes pas, nous, ici, atteints un peu de géocentrisme? Est-ce qu'on n'a pas tendance à minimiser ce qui se passe ou à ne pas accorder toute l'importance de ce qui se passe en Asie-Pacifique, et particulièrement dans la mer de Chine, où les tensions sont énormes? Et ma question est de vous demander
ainsi qu'à M. Zé peut-être, si le revirement à 180 degrés de Rodrigo Duterte, le président de Philippines, est de nature à équilibrer les forces dans cette région du monde. Ça, c'est ma première question. Et surtout, je voudrais souligner que je suis très heureux de voir que tout ce qui vient à l'issue de nos discussions, c'est le problème du développement de l'Afrique, du co-développement de l'Afrique. C'est véritablement quand il y a 10 000 noyés, et c'est pas fini, en Méditerranée et ailleurs, si on ne fait pas sortir l'Afrique de sa pauvreté, nous allons à une catastrophe rapide, non seulement pour ce peuple, mais pour le monde entier. Et je pense que la coopération entre la Chine et la France peut être un moyen plus rapide et efficace, comme vous l'avez souligné, monsieur le professeur. Et je voudrais savoir si, c'est une question un petit peu intime que je vous pose, est-ce que la Chine a un privilège pour la France en particulier, pour les projets bilatéraux en vue d'aider l'Afrique. Et dans ce domaine, puisque votre domaine est celui de l'énergie et de l'accès à l'eau et aux ressources, est-ce que la Chine se préoccupe de l'assèchement du lac Tchad, pour lequel il y a de grands projets dans les tuyaux? Il suffirait de les mettre en œuvre en coopération. Voilà. Merci beaucoup. Yes, I would say that the Oui, je dirais que les déclarations récentes du président Duterte en Philippines ont complètement changé l'équilibre de la région. Il a dit les Américains de quitter certaines bases. Il est actuellement en Chine lui-même pour des discussions. Et son attitude, c'est de dire que la coopération entre les Philippines et la Chine va résoudre un ensemble de problèmes. Donc c'est un changement majeur à la réunion de l'ASEAN. Comme j'en ai mentionné, plusieurs autres pays de l'Asie, de l'ASEAN, ont pris la même position que la Chine en mer de Chine méridionale. Donc ce conflit a été totalement réduit, c'est tombé. Ce n'est pas le cas pour le conflit Corée du Nord, Corée du Sud. Par rapport aux missiles, c'est toujours un conflit très chaud. Mais nous sommes pris dans une dynamique où un des militaires russes a dit il y a quelques semaines, il a dit si l'existence de la civilisation existe, des pilotes nous sommes mal barrés parce que les pilotes américains et russes ont failli se rentrer dedans les uns les autres à plusieurs reprises depuis plusieurs semaines. Si une fois un incident démarre, en fait, il y a entre 3 et 6 minutes pour que ça puisse dégénérer dans une guerre mondiale. Donc c'est une situation beaucoup plus dangereuse qu'à l'apogée de la crise des missiles de Cuba, ou la crise des missiles à moyenne portée au milieu des années 80, quand il y avait des centaines de milliers de jeunes qui allaient manifester dans la rue, à l'époque des Pershing et des SS-20, et les gens comprenaient qu'il y avait un danger de guerre. Pour les conflits majeurs aujourd'hui dérivent du fait que les États-Unis et les Anglais veulent maintenir un monde unipolaire. Tous ces traités, le TAFTA, le CETA, tous ces traités, c'est en fait pour imposer ce monde unipolaire. En réalité, tout ça, c'est du passé. La multipolarité, c'est déjà une réalité, mais la multipolarité, ça veut toujours dire un monde géopolitique. Quand il y a une nation ou un groupe de nations pensent qu'ils ont le droit, qu'ils peuvent imposer leur intérêt propre sur celui des autres, vous avez toujours le danger des conflits.
Alors, de ce point de vue-là, quand on comprend vraiment l'essence de ce que c'est cette nouvelle route de la soie, c'est pas de transporter des biens du point A vers le point B, mais c'est une révolution philosophique, c'est un nouveau paradigme, et il faut penser où on pense de l'humanité comme une espèce unie et comme un tout. Les buts communs ou la destinée commune de l'humanité. À cause tous les problèmes aujourd'hui majeurs se posent à l'échelle planétaire. Il n'y a pas un endroit où un problème peut localement être résolu. Donc avec les moyens de communication et de transport font que nous sommes d'office dans une mondialisation. Donc les nations d'Asie doivent affirmer leur propre intérêt, pas au nom de l'anti-américanisme, mais simplement parce que c'est leur nature. Et les États-Unis eux-mêmes devraient revenir au père fondateur des États-Unis pour redevenir une république. Hamilton n'était pas seulement le premier secrétaire au Trésor américain, mais c'est aussi lui qui a, en créant la Banque nationale, unifié les États-Unis comme un pays. Et nous essayons aussi là-bas, deux amis américains, de ramener, de faire redécouvrir aux Américains leur propre identité historique. Qu'est-ce que c'était cette bataille entre... Ce qui est marrant, c'est qu'un de nos collaborateurs, qui s'appelait Chas Freeman, il vient d'écrire un article très drôle. Il pense que ni Hillary ni Trump peuvent sortir les États-Unis de la crise. Et les psychologues, l'association des psychologues américains maintenant ont dit que le plus grand facteur de stress, c'est les élections présidentielles. C'est plus le chômage ou... C'est cette élection qui est terrible. Donc, Chas Freeman a dit, il dit Clinton et Trump. Il dit, on est dans le clump, qui est la contraction de Clinton et Trump. Comment créer donc une alternative? C'est dans 2-3 semaines maintenant, le vote. Il y a probablement un nouveau débat horrible ce soir. Il faut qu'on pense comment sortir de ce monde. Si l'Europe aujourd'hui déciderait de refuser d'aller dans un affrontement avec la Russie et la Chine, mais aux États-Unis, la campagne anti-chinoise est terrible, mais qu'on arrête ce petit jeu et on saisit, on inscrit à l'ordre du jour une alternative qui est la nouvelle route de la soie, donc de l'Atlantique à la mer de Chine. Et nous invitons les États-Unis à joindre ce projet. Moi, j'étais aux États-Unis assez longtemps, parce que je suis marié avec un Américain. L'infrastructure aux États-Unis a disparu. La Chine a 20 000 kilomètres de rails rapides. J'ai beaucoup de respect pour le TGV français, mais le rail chinois, actuellement, il est en meilleure santé que le TGV. Les Chinois ont 20 000 kilomètres. Et d'ici 4 ans, ils vont avoir 50 000 kilomètres. Ils vont avoir relié tous les centres majeurs, tous les grandes agglomérations. Aux États-Unis, il y a 0. L'infrastructure tombe en miettes.
de Washington à New York, si vous avez une voiture d'une taille d'une Fiat, il y a une bonne chance que ça disparaisse dans un nid de poule dans les routes, tellement les trous sont énormes dans les routes américaines. Il faut que les États-Unis acceptent de se reconstruire et d'être simplement une nation parmi les autres. Et à ce moment-là, le danger de guerre, il tombera. Si l'Europe pouvait affirmer son propre intérêt, les États-Unis et les Anglais tout seuls ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que nous avons cette double conférence à Essen et à Lyon. Et l'idée de renouer avec l'amitié franco-allemande, pas seulement avoir des échanges musicaux, mais qu'on bâtit une alliance entre patries pour des projets communs. Et nous devons prendre sur nous le sort de nos pays, le sort de nos nations, au lieu d'être des sous-fifres. Donc voilà ce que nous voulons générer par ces discussions. On ne peut pas rester dans ces systèmes en faillite. Il y a une alternative totale qui est là devant nous, sur la table. Je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. 3 minutes, ok. Tout à l'heure, le monsieur a remarqué les privilèges de la Chine, du développement en Afrique. Je pense que le problème principal, fondamental, est... Je pense que les États-Unis, quand les États-Unis donnent des investissements en Afrique, ils demandent beaucoup de choses. Mais en Chine, on ne fait pas comme ça. Deuxièmement, c'est que la relation entre la Chine et les pays africains, dans les années 60, quand la Chine était un pays pauvre, était un pays sous-développé, nous avons beaucoup aidé des pays africains. Et en plus, quand on travaille en Afrique, on les respecte. C'est pas parce que la Chine est une grande puissance, donc on ne vous respecte pas, c'est l'inverse. On est tous équivalents. Le modèle du développement chinois est unique. Il dépend de notre propre situation. Et ce genre de modèle de développement a eu des réponses africaines. Et notre réussite a prouvé que notre modèle de développement est allé dans un bon sens. Depuis 30 ans, notre vitesse de croissance a toujours été supérieure à 6%. Donc ça fait une grande influence dans des pays africains. Des pays africains, ils ont insisté de rester individuels. Je voudrais aussi répondre à la question posée par un ami français. Je donne par exemple le gouvernement chinois
Quand il y a une réunion qui est proposée par le gouvernement chinois, des fois ça peut être refusé, mais à l'étranger, on peut toujours le faire. Et on ne peut pas faire des réunions, organiser des réunions seulement en Chine. On doit le faire sortir. L'idée est d'organiser de plus en plus de réunions à l'étranger, en Europe, en France. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Je ne veux pas vous parler. Des idées qui ne peuvent pas être réalisées. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avec le développement avec la Chine, vous pouvez réussir. Merci. Alors, malheureusement, là, nous arrivons, il est 21h et nous devons rendre la salle maintenant. Donc, nous ne pourrons pas prendre d'autres questions. Je pense que nous avons eu quand même énormément de choses qui ont été dites, qui vont nourrir une réflexion. Le professeur Shize a fait référence à un ouvrage dans lequel est documentée la question de la route de la soie. Alors, il est vrai que nous avons un dossier qui a été fait sur la route de la soie et qui est disponible en langue anglaise, en langue arabe. Nous l'avons, mais pas ici, malheureusement. Il existe aussi une version chinoise pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, ce dossier est disponible donc sur la table. En sortant. Il y a aussi d'autres dossiers de l'Institut Schiller que nous avons réalisés, notamment sur une conférence où vous avez tous les actes de cette conférence. Donc il y a différentes choses qui vous permettront de creuser, de pouvoir approfondir. Je vous recommande aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de laisser vos coordonnées parce qu'il y aura d'autres conférences et l'Institut Schiller est extrêmement actif. Donc qu'on puisse vous tenir au courant ou puis tout simplement si vous avez envie de vous investir, n'hésitez pas. Voilà, je remercie tous les orateurs de leur rapport qui a été très fructueux et je remercie toute l'assistance. Voilà, et donc on va continuer pour faire en sorte que cette route de la soie devienne une réalité aussi en France avec la participation de la France, avec la participation de l'Allemagne. Voilà, qui est un vrai projet gagnant-gagnant entre la Chine et entre l'Europe parce qu'il est plus que temps. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence.